Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. L'échec de Seattle, aucun accord conclu entre les négociateurs. Bilan et réaction, pas de dramatisation pour Lionel Jospin et la victoire affichée des anti-OMC. La Belgique célèbre le mariage princier de Mathilde et de Philippe sans la ferveur de la population qui n'est pas venue en nombre. Une alliance qui espère apporter une unité au pays. Les militants RPR ont tranché, les bureaux de vote ont fermé il y a quelques instants. Nous serons dans la soirée qui de Michel Alliot-Marie ou de Jean-Paul Delevoye prendra la tête du RPR. La finale de la Coupe Davis, on peut encore y croire, même si la France a perdu le double cet après-midi. Les jeux ne sont pas encore faits, même si l'Australie mène 2-1. Plus de 24 heures d'antenne sur France 2 pour le Téléthon 2000, l'appel à la mobilisation pour soutenir la recherche et les traitements des maladies génétiques. La soirée est décisive pour donner l'indispensable espoir. Je vous propose d'ouvrir ce journal par la finale de la Coupe Davis. Rien n'est joué et rien n'est gagné pour la France. L'Australie a remporté cet après-midi le double en 2 heures et 8 minutes d'un match extrêmement tendu. L'Australie désormais mène 2-1 dans cette compétition dont la dernière manche se jouera demain. On retient son souffle. Christelle Bertrand, Maryse Richard. Les Australiens avaient prévenu, ils ont une botte secrète. Pourtant, au début du match, ce sont les Français qui trouvent la parade. Olivier Delettre et Fabrice Santoro remportent le premier set 6-2. Les Français sont solides, précis, rien ne semble pouvoir les arrêter. Santoro et Delettre jouent comme dans un rêve jusqu'à la fin du deuxième set. Et là, tous des règles. Les Français ont même une balle de 2-7-0 et puis c'est tout. Les Woodies, Mark Woodford et Todd Woodbridge parviennent à renverser le cours du match et tous les espoirs des Français. Les Australiens n'ont plus d'adversaire. Le match est à sens unique. Les Woodies sont parvenus à déstabiliser les Français. Score final, 2-6, 7-5, 6-2, 6-3. En fait, leur botte secrète, c'est de ne jamais désespérer. À partir du moment où les deux se sont mis à un niveau très élevé, le match devenait vraiment très dur. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait la meilleure équipe du monde en face de nous. Les Australiens mènent 2-1. Demain, Pioline rencontre Marc Philippoussis, un simple, à quitte ou double. L'échec du sommet de l'OMC à Seattle, rien n'aura donc réussi à gommer les nombreuses dissensions qui ont opposé 4 jours durant les négociateurs. La tension était palpable alors qu'on approchait de l'échéance. Une tension qui est désormais retombée, l'heure est au bilan. Une chose est certaine, la crédibilité de l'institution même est en cause. L'Organisation mondiale du commerce, pour continuer d'exister, devra s'organiser autrement. Pascal Golomer, Dominique Bonnet. Ils ont attendu plusieurs heures dans le hall que les négociateurs en terminent en coulisses. Eux qui représentent les pays en développement n'ont pas accès aux ultimes tractations. Des tractations qui ne donneront finalement rien. 5 heures après l'échéance que s'était fixée au départ l'OMC, sa présidente en exercice, l'américaine Charlene Barshevsky, vient annoncer aux délégués des 135 pays que la conférence est suspendue, sans résultat. Il est préférable de faire d'abord une pause, puis de se consulter les uns les autres et de trouver des solutions pour finir le travail. Constat d'échec donc, tant les positions des uns et des autres sont éloignées. Pascal Lamy, le commissaire européen, tenait à aborder ici de nouveaux sujets, les normes sociales ou environnementales, la sécurité alimentaire par exemple. Il n'a pu trouver aucun accord sur ces questions. Mais il préfère voir ailleurs les raisons du blocage. Ce qui s'est passé pendant cette semaine, c'est que l'essentiel des discussions les plus difficiles, parfois les plus aigres, a eu lieu sur les vieux sujets. Ce ne sont pas les nouveaux sujets qui ont empêché Seattle de décoller, ce sont les vieux sujets. L'agriculture, c'est vieux comme l'OMC ou le GATT. Affrontement classique en effet que celui qui met en scène Américains et Européens sur le dossier agricole. Les uns demandent la disparition des subventions à l'exportation auxquelles les autres tiennent tant et personne n'a cédé.
Au sein de la délégation française, on regrette l'intransigeance américaine sans vouloir pour autant parler d'échec. L'échec serait que nous ayons eu un résultat dans le cadre d'un cycle lancé qui soit mauvais. Aujourd'hui, nous sommes devant un constat, comme d'ailleurs ça avait été le cas lors du lancement du précédent cycle de l'Uruguay. Il avait fallu 3 réunions ministérielles pour y parvenir. Nous sommes devant un constat qui est que nous allons reprendre la négociation. Un coup pour rien donc. Les 135 délégations se retrouveront en début d'année prochaine à Genève pour négocier pendant 3 ans sur l'agriculture comme prévu. Mais ils devront surtout s'atteler à la réforme d'une institution aujourd'hui dépassée face à toutes les nouvelles questions que les États membres souhaitent y aborder. Et aux déclarations officielles faites à l'issue du sommet à Seattle, il faut ajouter à Paris celle de Lionel Jospin qui souhaite que l'on ne dramatise pas l'échec de ce sommet tout en revenant sur l'intransigeance des États-Unis. Nous écoutons le Premier ministre. Je crois qu'il ne faut pas du tout dramatiser cet échec, parce qu'il vaut mieux un échec sain qu'un résultat bâclé qui ne répond pas aux problèmes actuels du commerce mondial. Et ensuite, parce que de toute façon, le commerce mondial est en pleine croissance. Pour l'année en cours, c'est près de 9%. Donc on est dans une période de développement du commerce mondial, c'est pas ça qui va l'handicaper. Je crois que cet échec est surtout imputable aux pays, et certains très grands, qui n'ont pas recherché une attitude de compromis. Donc il va sûrement falloir reprendre le travail, mais il serait bon que ceux qui négocient, nos autres partenaires autres que l'Union européenne, soient conscients qu'il y a de nouvelles exigences d'équilibre dans le commerce mondial qui doivent être portées. De son côté, José Bové est arrivé cet après-midi des États-Unis. Lors d'une conférence de presse à Roissy, le militant anti-OMC a salué cette victoire de l'international des peuples. C'est la démocratie mondiale qui s'est organisée par-dessus les frontières et les pays, a déclaré le leader syndical. Ce que l'on retiendra à coup sûr de ce sommet à Seattle, c'est l'émergence de la société civile qui a su se faire entendre. Cette irruption souvent violente, de préoccupations parfois contradictoires, a montré qu'il fallait à tout prix s'orienter vers une mondialisation plus humaine. Victoire donc pour ces organisations non gouvernementales qui ont fêté le succès de leur démarche et de l'échec de Seattle. Étienne Lénart. Sur le front de mer de Seattle, il y a tout juste 24 heures, le Français le plus en vue de la côte ouest des États-Unis, juché sur une charrette, fait des adieux médiatisés à l'Amérique contestataire. Persuadé qu'il est d'avoir participé à l'émergence d'une nouvelle donne, José Bové se dit qu'il n'aura pas fait ce long voyage pour rien. Cela n'est jamais arrivé, où on trouve des paysans, des syndicalistes ouvriers, des écologistes, des associations de consommateurs et des simples citoyens qui se retrouvent ensemble à Seattle pour dire on refuse les règles actuelles de l'OMC, on veut véritablement que les droits humains, que les droits des peuples soient respectés. Le bilan de cette semaine un peu folle est d'abord statistique. Plus de 600 arrestations, des dizaines de blessés, un couvre-feu d'une semaine, le premier depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour les manifestants, une caisse de résonance médiatique inespérée qui a renvoyé aux 4 coins du monde l'écho de leurs aspirations. Cette mobilisation a surpris l'Amérique. Plus de 800 associations et syndicats défilant côte à côte avec des revendications très différentes et parfois contradictoires. L'Organisation mondiale du commerce ayant réussi le tour de force de cristalliser sur son nom tous les maux de la terre. L'avocat Ralph Nader, héros des consommateurs américains et préparateur du contre-sommet, en tire des leçons pour l'avenir. Ce qui est rejeté aujourd'hui, c'est cette obsession des grands groupes à ignorer les conditions de vie et les valeurs qui contribuent à une société plus juste et plus civilisée. Jusqu'aux dernières heures de la négociation et narguant les organisateurs jusque dans la salle de presse du centre de conférence, les manifestants auront travaillé pour mobiliser les opinions publiques internationales. La majorité des Américains ne rejettent pas la mondialisation en tant que telle. En revanche, le message qui est clairement et bruyamment passé à Seattle, c'est que concernant l'impact de cette mondialisation sur leur vie et leur environnement, les opinions publiques veulent désormais être consultées et entendues. Et pour les manifestants, ce n'est sans doute pas la plus mince des victoires. En France, nouveaux affrontements hier soir entre agriculteurs bretons et forces de police. À Saint-Brieuc, pour la 2e soirée consécutive, les agriculteurs ont manifesté leur colère devant l'entrée de la préfecture avant de se rendre à la gare de la ville. 2 brigades de CRS sur place, tirant des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. Le calme est revenu en milieu de nuit alors que les agriculteurs continuent de réclamer des aides directes de l'État.
Et cet après-midi, ils se sont retrouvés toujours à Saint-Brieuc, sous la pluie, avant de lever en fin de journée leur barrage installé depuis mercredi. Une fois encore, ils disent leur colère et leurs difficultés. L'exemple d'un jeune éleveur de porc de la région de Saint-Brieuc qui doit aujourd'hui faire face au surendettement. Olivier Sioux, Gabriel Camilla. Côte à côte, des éleveurs de porcs et des producteurs de volailles. Côte à côte et en famille, comme pour témoigner de l'inquiétude de toute une profession. Aucune filière en Bretagne n'échappe à la crise. Après le porc, les cours de la volaille sont aujourd'hui au plus bas. Michel et Anne élèvent des poules pondeuses près de Guingamp. Difficile de faire vivre une famille avec un revenu en chute de 40%. Il faut savoir que derrière chaque agriculteur, il y a toute une famille qui essaye de vivre ou de survivre ce jour-ci. Comment ça se passe pour vous en ce moment? C'est très dur. Noël, on ne sait pas comment on va le passer. Noël ne sera peut-être pas au rendez-vous. Car en Bretagne, la crise de l'agriculture atteint un niveau inégalé jusqu'ici et les faillites d'éleveurs se multiplient. Alors, en point d'orgue d'une mobilisation qui aura duré 4 jours et 4 nuits, ils étaient 1500 devant la préfecture cet après-midi à Saint-Brieuc. 1500 agriculteurs en colère, à l'image d'Yvon et de son épouse. Nous mangerons du poulet thaïlandais, du bœuf aux hormones des États-Unis et du cochon. Pareil. Comme beaucoup, ce jeune éleveur de porc est endetté à plus de 90%. Ce qui signifie que s'il devait vendre son exploitation, il ne lui resterait pratiquement rien. D'où un sentiment de profonde injustice. On nous a demandé de faire de la traçabilité. On nous pousse toujours à dire faites de la qualité, faites ceci, faites cela. Moi je dirais pas qu'on est bio, on en est loin quand même, mais on a une qualité de viande qui est irréprochable aujourd'hui. Et on va être obligé de la vendre au prix de ceux qui font n'importe quoi en fait. Pour surmonter cette nouvelle crise, les éleveurs demandent notamment des aménagements fiscaux. Ce matin, à l'issue d'une table ronde, le préfet a annoncé des aides directes aux agriculteurs en difficulté, mais sans les chiffrer. Dès lundi, le monsieur agriculture bretonne nommé par le gouvernement sera à pied d'œuvre. Les paysans lui laissent jusqu'à mercredi pour formuler des propositions concrètes, faute de quoi ils promettent déjà de nouvelles actions spectaculaires. À Paris, plus d'un millier de personnes se sont retrouvées place de la République pour réclamer la régularisation des sans-papiers et une manifestation à l'appel de nombreuses associations et syndicats. L'élection à la tête du RPR, le verdict des urnes. Depuis ce matin, les militants sont appelés à choisir celui ou celle qui aura la lourde tâche de présider le parti gaulliste en quête d'une nouvelle image, celle de la modernité. 2 candidats s'affrontent, Michel Alliot-Marie, donné favorite, et Jean-Paul Delevoye, présenté comme le candidat officiel de l'Élysée, qui ces derniers jours a tout fait pour effacer ce label. 300 bureaux de vote un peu partout en France pour recueillir le suffrage des militants. Ambiance à Lyon avec Didier Guyot et Philippe Lévesque. Au premier tour, les militants RPR lyonnais avaient voté en masse pour François Fillon. Aujourd'hui, ces mêmes militants se retrouvaient face aux 2 finalistes sans François Fillon. Mais qu'importe, le RPR est une grande famille. À voter. Je crois qu'au 2e tour, il faut bien choisir. Mais c'est pas un problème de fond. C'est pas un problème de fond. La famille est toujours là. Regardez, elle est là. C'est ça qui est merveilleux. Et puis à 3 semaines de Noël, c'est normal qu'on pense aussi à la famille. En ce jour de décision finale, beaucoup ne voulaient voir qu'une seule chose, ils ont eu droit à la parole. Normalement, les militants, il faudrait qu'ils aient la parole. Parce qu'ils ont des revendications à faire. Certes, l'espace d'une campagne électorale, des élus se sont déchirés, affrontés, quelques couteaux ont été tirés de ci, de là. Mais on espère que tout cela sera vite oublié. Il y a eu des petites frictions, bon, parce que c'est normal, quoi, c'est des élections, mais après, on souhaite que tout le monde se retrouve derrière celui ou celle qui sera élu, quoi. C'est un rassemblement, c'est un parti politique, oui, mais c'est quand même un rassemblement avec plusieurs tendances. Avec plusieurs tendances, et c'est bien qu'on se retrouve. Et je pense que ça a fait la richesse de notre mouvement jusqu'à aujourd'hui, et moi je souhaite que ça continue. Et si Michel Alliot-Marie est élu ce soir, qu'on ne vienne pas dire que c'est un geste anti-Jacques Chirac. Le père est toujours respecté, apprécié, mais seulement ses enfants, de temps en temps, aiment faire preuve d'indépendance. Un vote, c'est toujours quelque chose de très personnel, de toute façon. Donc on peut avoir des convictions par rapport à notre père, puisque c'est comme ça que vous dites. Mais ceci dit, même quand on est enfant, on désobéit des fois à papa. À voter. Le verdict des urnes sera connu tard dans la nuit.
Et en effet, les bureaux de vote ont fermé il y a quelques minutes. Place maintenant au dépouillement, un dépouillement minutieux. Nous essayerons de joindre Carole Caumont qui est en direct de la rue de Lille. Apparemment, la liaison n'est pas établie. J'attends quelques instants. Et si, Carole, donc vous êtes en direct avec nous. On s'apprête à passer une longue soirée rue de Lille. Oui, en effet, on commence tout juste à dépouiller les premiers bulletins dans chaque département. Des résultats qui seront ensuite centralisés ici, au siège du RPR, rue de Lille à Paris, avant d'être officiellement proclamés, vraisemblablement aux alentours de 23 h. 2 candidats restent donc en lice pour ce deuxième tour. D'un côté, le sénateur Jean-Paul Delevoye, encore inconnu il y a quelques semaines, est présenté comme le candidat officiel de l'Élysée. Il a bénéficié pendant toute cette campagne du soutien actif. Et Michel Voilà. Apparemment, nous avons un problème véritablement de liaison son cette fois-ci. À Bruxelles, ce matin, le mariage princier qui a uni d'abord civilement, puis lors d'une cérémonie religieuse, Mathilde à Philippe, l'alliance du fils aîné du roi à cette jeune aristocrate n'a pas attiré les foules. Malgré la popularité de la princesse, pas plus de 35 000 personnes sur le parcours, alors que les autorités en prévoyaient au moins le triple. Reste l'enthousiasme de la population qui n'avait Dieu que pour Mathilde. Atmourg, Dominique Mas. Depuis le palais royal, Mathilde adresse un petit salut à son peuple. Un baiser, presque furtif. Ce matin, la jeune femme est devenue la future reine du pays. Très belle, très gentille, très gentille. Et je pense qu'elle va être une bonne maman. La cérémonie a commencé tôt ce matin, mais dans les rues, on est loin de la ferveur populaire annoncée. Les médias ont tellement dit qu'il y aurait du monde, qu'il y avait 200 000 Belges qui allaient débarquer sur la capitale, que finalement, tout le monde est souvent mieux devant sa télévision. Philippe, je te reçois pour époux et me donne à toi, pour t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de notre vie. Dans la cathédrale, Mathilde prononce le serment que la Belgique attendait depuis si longtemps. Mathilde, ik neem jou tot mijn echtgenote. C'est en flamand que le prince Philippe lui répond. Symbole de l'unité du pays, le mariage est célébré dans les 2 langues. In ziekte en gezondheid. Sur le parvis, ensemble, flamands et wallons, la population est venue de tout le pays accompagner la princesse. Elle a l'air très à l'écoute des gens. Elle est bilingue, je crois que c'est très important. Et je crois qu'elle a un sourire qui charme tout le monde. Elle ne peut faire que l'unité. C'est une fête pour eux, c'est une fête de famille, c'est une fête pour toute la Belgique. Je trouve que c'est le plus beau cadeau que le prince Philippe fait à la Belgique aujourd'hui. Tout au long du parcours, les applaudissements sont pour Mathilde. Dans le cœur des Belges, la jeune princesse a éclipsé les autres membres de la famille royale. Ce mariage annoncé comme le dernier du siècle a pour mission de redonner des couleurs à un pays secoué par des crises successives. Et c'est le prince Philippe lui-même, lors du sacrement du mariage, qui a souhaité que la Belgique retrouve l'unité. Sur place, Thierry Tulier. Dans le sourire d'une princesse, l'espoir d'un peuple divisé. Elle n'est pas encore sur le trône, que Mathilde est déjà porteuse de toutes les chimères, flamands et francophones en fin d'accord. Le souverain belge a toujours été le seul à pouvoir rassembler le pays. On ne peut pas l'identifier à une communauté. Il est au-delà des communautés, c'est-à-dire qu'il n'est ni francophone ni flamand, ou en tout cas il peut être ressenti comme flamand par les flamands et comme francophone par les francophones. Je suis un politique. Voilà ce qu'on pouvait lire sur un âne dans les marches blanches de 1996. Des centaines de milliers de Belges descendent alors dans la rue pendant des semaines, dégoûtés par l'impuissance et parfois l'inconséquence de leur politique dans l'affaire Dutroux. La seule institution épargnée est la monarchie, car privée de pouvoir, donc à l'écart de toute critique. Il en a été ainsi de tous les épisodes noirs traversés par la Belgique. De la fermeture de l'usine Renault de Vilvoorde au scandale du poulet à la dioxine. Les Belges ne croient plus personne. Ils veulent raconter ce qu'ils veulent, à plus confiance. Et Mathilde est arrivée. Un bel automne s'annonce pour la Belgique. Les Belges en ont assez de l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes. Les voilà pressés, trop peut-être, d'oublier leurs problèmes.
C'est vrai que l'atmosphère est à la fête, comme elle peut être à la fête quand une équipe de football gagne un match important, mais ça ne change rien à la structure sociologique de l'État, aux problèmes qui existent dans l'État. La monarchie, je dirais que c'est un peu le vernis sur les institutions. C'est important qu'elles soient vernies, les institutions, parce que ça les rend plus attrayantes, mais la structure même de la Belgique existe indépendamment de la monarchie. Pour l'heure, la famille royale demeure le rempart le plus efficace contre les militants de la partition de la Belgique. Mieux, l'idée monarchiste n'a jamais été aussi populaire. Wallons et Flamands réunis dans une même adhésion. Une très violente tempête balaye l'Europe du Nord depuis hier soir. Le bilan est lourd, 15 morts, 6 disparus. C'est le Danemark qui paye le plus lourd tribut. Pascal Doucet-Bon. L'automobiliste n'avait aucune chance. L'arbre, arraché par le vent, a écrasé sa voiture comme 5 autres autour de Copenhague, où les secours ont le plus grand mal à dégager routes et voies ferrées après une nuit de tempête, la plus terrible qu'a connue le Danemark depuis le début du siècle. Des vents soufflant à plus de 150 km/h ont détruit plusieurs toitures et même soufflé des maisons entières. Bilan provisoire, 6 morts, 20 millions de francs de dégâts. Les services météo du nord de l'Europe avaient prévu cette tempête. Elle a balayé la Grande-Bretagne hier, puis la Scandinavie, le nord de l'Allemagne, la Pologne et les pays baltes. En Écosse, ce matin, la neige bloquait encore des dizaines de camions sur les routes principales. Plus au sud, à Birmingham, les 3 occupants de cette voiture ont eux aussi péri sous un arbre. L'Allemagne, comme la Pologne, n'ont pas été épargnés. 3 morts à Hambourg et dans l'ouest du pays, et 2 victimes près de Varsovie. En mer du Nord, tous n'avaient pas respecté l'avis de tempête. Ce cargo a évité le naufrage de justesse. Dans la Baltique, 6 marins pêcheurs lettons sont portés disparus. La tempête a même atteint le sud de l'Angleterre, où les vents dépassaient en fin d'après-midi force 11, c'est-à-dire 100 km/h. Elle devrait se calmer progressivement cette nuit. Il y a un peu plus de 3 mois, la Turquie était secouée par un terrible tremblement de terre qui a fait plus de 17 000 victimes. Les semaines ont passé et à Golçuk, dans cette ville si violemment meurtrie, dont des rues entières ont basculé dans la mer, les habitants tentent de survivre sans pouvoir effacer le traumatisme de cette nuit d'apocalypse. Thierry Curté, Frédéric Delarue. Le silence vous attrape ici à la gorge. Au milieu des gravats, le défilé est incessant. Les yeux sont secs d'avoir trop pleuré. Ils, elles, viennent ici comme en pèlerinage pour tenter d'apaiser les douleurs. Abdullah, le survivant, est le dernier habitant du quartier de bord de mer. Tous les immeubles autour de sa maison n'existent plus. Ils ont enseveli une partie de sa famille, dans sa tête comme une fêlure. Pour vivre avec ses souffrances, il a adopté un aigle. L'animal, nous dit-il, crie et panique avant chaque secousse. Alors Abdullah sort de sa maison. Juste derrière moi, il y avait un immeuble de 6 étages. Et juste en dessous, il y avait un café en sous-sol. On a pu sortir les corps de ceux qui habitaient dans l'immeuble, dans les appartements. Mais 12 personnes, ceux du café, sont encore en dessous. Les plus chanceux des survivants passeront leur premier hiver dans ces préfabriqués. Le gouvernement turc avait promis leur livraison pour le 30 novembre. Mais 8500 seulement sont terminés, ou presque, alors qu'il y a 600 000 sans-abri. Pour pallier les manques, on installe des conteneurs, 15 mètres carrés par famille. Ceux qui en bénéficient ne se plaignent surtout pas. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On n'est pas rassuré s'il y a un 3e tremblement de terre. Mais ici au moins, on espère quand même pouvoir dormir tranquille. Car ils connaissent trop ceux qui vont passer l'hiver sous ces toiles de premier secours, simple tente d'été, ou bien pire encore. C'est d'ici qu'ils viennent. Certains géologues ou architectes l'affirment, les mesures à prendre doivent être radicales, il faut déplacer certaines villes. Le maire de Golçuk est lui plus pragmatique, mais il a entendu. Gölcük ne va pas changer d'emplacement. La ville va s'orienter différemment. Les quartiers qui ont été rasés seront reconstruits, pas en bord de mer, mais sur les hauteurs. Nous faisons des études géologiques pour choisir les meilleurs emplacements. Autour de la maison d'Abdullah, il n'y aura plus que des jardins, nous a promis le maire.
Mais Abdullah, lui, n'arrive pas à oublier. Il a baptisé son aigle porte-bonheur, Garib, la tristesse. La sonde américaine qui devait se poser hier soir sur la planète rouge reste désespérément muette. Un silence bien inquiétant pour les spécialistes de la NASA. Toutes les hypothèses sont envisagées, y compris la disparition de Mars Polander au moment de son atterrissage. Agnès Monteux. Bientôt 24 heures de silence. La déception à la NASA est immense. 3 mois après l'échec de Mars Climate Orbiter, c'est maintenant Mars Polar Lander qui ne répond plus. Mais pour l'équipe de la NASA, rien n'est encore perdu. La perte de contact n'était pas prévue, mais des plans de secours existent pour essayer de communiquer avec la sonde. Toutes les hypothèses sont encore envisageables. La pire, la sonde a explosé dans l'atmosphère ou sur le sol martien. À moins qu'elle ne se soit mise en veille automatiquement après un problème technique au moment de l'atterrissage, ou tout simplement que son antenne principale ne soit pas orientée vers la Terre. La 4e tentative de communication devrait commencer un peu après 21 h ce soir. Si elle échoue, le satellite Mars Global Surveyor, en orbite autour de Mars depuis 2 ans, devrait servir de relais. Ce satellite est déjà à la recherche des 2 mini-sondes larguées par Mars Polar Lander, mais là le temps presse. Elles n'ont plus que 24 heures de survie. Depuis plus de 24 heures maintenant se déroule sur France 2 le Téléthon 2000, la grande aventure de la solidarité pour cette 13e édition animée par Sophie Davant, Patrick Chêne et de nombreux invités. Un marathon en faveur de la recherche et des traitements des maladies génétiques. Alors avant de retrouver Sophie Davant et Pierre Perret, voyons d'abord comment, grâce à votre générosité, les enfants atteints de myopathie peuvent espérer une scolarité presque normale. Patricia Charnalet. Donc tu vas m'expliquer un petit peu ce que représentent ces 3 cartes. Les unes après les autres, tu me fais un petit commentaire, tu m'expliques ce que représente donc ce document. Hélène a 12 ans et demi, elle est en 4e à votre école chez vous. La maladie neuromusculaire des lèvres dans l'os dont elle souffre l'empêche d'aller au collège. Jour et nuit, Hélène doit porter un corset pour la soutenir et elle se déplace difficilement. Grâce aux 3 professeurs qui viennent chez elle, elle suit une scolarité quasi normale. Cours le matin, devoirs et leçons l'après-midi. L'envie de réussir d'Hélène est très forte. France, il n'y a pas trop de moments de découragement? Non, pas du tout. Non, non. Non, c'est pas mon genre. Je ne me décourage pas, moi. Si je veux passer mon brevet, il faut bien que je fasse mes devoirs pour avancer, hein. C'est sûr. L'envie d'avancer. Ah bah oui. Et de réussir. Ouais. Devenir pharmacienne en recherche. Il que je fasse mon maximum. Moi, Hélène, je l'ai depuis la 6e, en fait. Et bon, quand il y a un accord tacite et réciproque entre l'élève et le professeur, donc on garde les mêmes élèves d'une année sur l'autre. Et pourquoi avez-vous choisi cette forme d'enseignement? C'est ce rapport très privilégié, la qualité de l'enseignement et la qualité de l'échange, et puis le plaisir de la transmission donc, du savoir qui est fait dans les meilleures conditions. Votre école chez vous a un double statut, établissement scolaire et association. La scolarité est gratuite. S'ils le peuvent, les parents versent une cotisation annuelle de 400 à 700 francs. Les professeurs s'adaptent à l'enfant, à son rythme, reviennent sur les choses qu'ils ne comprennent pas, et ça permet aussi de consacrer tout l'effort au mieux de l'enfant. Ah, t'as une idée? Oui, c'est ça. Votre école chez vous fonctionne grâce aux subventions de l'État et à des dons privés. Mais l'argent manque. Il y a des enfants malades qui sont en liste d'attente. Et en direct de Montpellier, Sophie Davant et Pierre Perret, bonsoir à tous les deux. J'imagine que votre enthousiasme ne fait que redoubler au fur et à mesure de ce Téléthon. Alors d'abord Sophie, un point sur les promesses de dons. Où en est-on précisément après plus de 24 heures de lancement? C'est vrai que quand on regarde le compteur, Béatrice, notre enthousiasme redouble, car pour le moment nous en sommes à 208 millions de francs. Nous nous préparons ici en direct au Quorum de Montpellier. Nous sommes entourés de malades, de parents de malades. Ils sont restés très tard avec nous hier soir jusqu'à 3 h du matin. Ils sont là ce soir et ils ont espoir, ils ont confiance en vous. Il faut savoir que depuis 12 ans, on a construit l'espoir pour comprendre. On a compris l'origine de la plupart des maladies génétiques, mais aujourd'hui c'est un autre défi.
thérapie. On construit l'espoir pour tenter de guérir. On commence à parler de thérapie, mais pour en arriver là, eh bien, on a besoin de vous, de votre générosité. On est loin du compte, on a encore bien des obstacles à surmonter, et c'est pour ça qu'il faut continuer de donner. C'est pour ça que ce compteur doit encore exploser ce soir, Béatrice. Alors évidemment, comment on se situe par rapport à l'année précédente? La générosité est au rendez-vous, mais ce n'est jamais suffisant. C'est bien ce que vous voulez dire. Ce n'est jamais suffisant parce que, vous savez, depuis hier soir, nous sommes entourés de chercheurs qui nous disent que pour poursuivre leurs recherches, pour trouver des solutions, pour surmonter les obstacles, ils ont besoin de vous et de votre argent. Et il faut investir dans la recherche fondamentale. L'État vient d'investir 1,5 milliard de francs dans ce domaine. Mais l'AFM construit pour les thérapies, pour tenter de trouver des solutions et pour aller vers la voie de la guérison. Et c'est ça l'enjeu. Et pour atteindre ce but-là, eh bien, il faut beaucoup d'argent. Ce sera long, ce sera coûteux, ce sera difficile. L'espoir est en train de naître pour ces enfants. Il ne faut pas s'arrêter là. Ce serait un énorme gâchis de s'arrêter là. Et le travail des chercheurs dépend de vous en grande partie. Donc il faut continuer de donner. Alors Pierre Perret, sur ce plateau central et avec tous ces enfants que vous aimez, que vous soutenez, quel message vous avez envie de nous adresser? Et en même temps, je voudrais préciser que tout à l'heure, le président de l'association contre la myopathie, Bernard Barato, disait qu'une certaine confusion s'était établie entre l'annonce de l'investissement de l'État et le Téléthon. Oui, je regrette que cette confusion se soit instaurée parce que ce sont deux choses très différentes. Ce n'est pas du tout le même type d'aide, ni sur le même temps qui court, ni... Enfin bon... Il y a d'un côté la recherche fondamentale, construire pour comprendre, mais nous on est là pour tenter de trouver des solutions. Nous on est là pour tenter de trouver des solutions beaucoup plus rapides et beaucoup plus immédiates. Et dans tout ce qu'on a pu collecter comme dons jusqu'à présent, on est à peu près au milieu du gué. Donc il faut encore faire des efforts parce que il y a une innovation fantastique cette année quand même, qu'on n'a pas connue les années précédentes. On a réussi, vous avez vu peut-être la marche des familles, qui me paraît à moi quelque chose de très important. On a quand même réussi à s'occuper de 4 millions de malades dont on n'a jamais pris conscience vraiment. Et ces malades-là, c'est l'AFM qui va s'en occuper, qui commence à s'en occuper. Ça, c'est une grande première et je trouve ça extraordinaire. Donc, tous les parents, tous les gens qui sont derrière nous, tous les enfants, qui sont des gens qui sont suspendus jour après jour à l'espoir qu'on leur apporte, eh bien, cet espoir, il ne faut pas le décevoir, il faut aller vraiment au bout des dons. Moi, j'ai beaucoup discuté avec les chercheurs depuis que je suis là. C'est le 3e jour que je suis là. J'ai beaucoup parlé avec l'ami Barato que vous évoquiez tout à l'heure. Croyez-moi, on a tous bon espoir d'aller encore plus loin ce soir. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Oui, justement. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Parce que l'argent, il va aller à la recherche fondamentale. Ça va permettre de mieux connaître l'origine de ces maladies. L'argent de l'État. Mais l'argent que vous allez donner, vous, c'est pour trouver des thérapies, pour trouver des solutions. Et cet argent-là, on en a besoin. Ça n'empêche pas qu'il faudra mieux connaître l'origine des maladies. Alors, Sophie, la confusion, elle est là. Sophie et Pierre, peut-être juste une précision. Précisément à propos de cette confusion, Lionel Jospin, à l'instant, fait un communiqué rappelant que les dons sont et restent indispensables et qu'il ne faut pas mélanger l'investissement de l'État et le Téléthon. Voilà, très bonne... Allez-y. C'est une bonne mise au point de sa part et c'est bien qu'il l'ait dit. Je voulais dire qu'en aucun cas ces dons allaient directement au Téléthon. C'est ça qu'il faut que les téléspectateurs comprennent bien. Les dons du Téléthon, ils vont pour la recherche. Et ces dons-là, ils vont pour la compréhension de l'origine des maladies. Eh bien, on l'a dit, vous l'avez dit, le Premier ministre le précise à son tour. Très bonne soirée, en tout cas, nous serons avec vous. Musique avec le succès de ce groupe venu d'Irlande, les Cranberries, qui est actuellement en tournée mondiale avant de se produire la semaine prochaine à Bercy. Olivier Lénuzard, Raymond Chaplard. Dolores O'Riordan, l'héroïne d'un vrai conte de fées version rock'n'roll. Dolores, la petite dernière d'une famille de 7 enfants élevés à la dure. Et puis un jour, coup de baguette magique, en 1990, à l'âge de 19 ans, arrivent 3 jeunes musiciens, les Cranberries sont nés. 6 ans plus tard, le groupe a vendu 28 millions d'albums dans le monde, mais voilà bien évidemment, le carrosse est redevenu citrouille. Vous savez, c'est toujours la même chose avec le succès. Les gens se servent de vous, il y a trop de pression et personne ne vous écoute.
Alors on a tout arrêté, on a dit on fait une pause et pendant cette période, petit à petit, notre enthousiasme pour la musique est revenu et nous avons recommencé à écrire des chansons ensemble. Oubliez la dépression. Comme l'indique leur dernier disque Bury the Hatchet, les Cranberries enterrent la hache de guerre et déterrent, après 2 ans de silence, leurs instruments. C'est très difficile de définir la voix de Dolores. Elle peut être si différente, montée très haut, soprano ou alors elle est tout en bas. C'est une voix très particulière qui n'appartient qu'à elle. Les Cranberries refusent l'étiquette de Britpop, la pop venue d'Angleterre. Dolores et les siens ne revendiquent qu'une seule influence, leur pays, l'Irlande. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les 2 principaux titres. L'échec de Seattle, aucun accord conclu entre les négociateurs, bilan et réaction, pas de dramatisation pour Lionel Jospin et la victoire affichée des anti-OMC. La finale de la Coupe Davis, on peut encore y croire, même si la France a perdu le double cet après-midi. Les jeux ne sont pas encore faits. L'Australie mène quand même 2-1. Dans un instant, la météo, Valérie Maurice, puis bien sûr le Téléthon, et je suis sûre que vous serez nombreux. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée avec le Téléthon. Je vous retrouverai demain à 13h.